L'histoire de l'aviation de Daniel Costel, il n'y a que deux mots, ou bien le mot monument, ou bien le mot culte, c'est évident. Des films comme ça, il y en a eu très peu, très peu. En France, je crois que j'en connais que deux. Il y en a un qui a été tourné par l'armée dans les années 30, qu'on ne voit pratiquement jamais. Et puis, il y a celui de Daniel, qui emprunte d'ailleurs certaines images à ce premier film. Il y a pas mal de films sur l'histoire de l'aviation qui sont tournés à droite à gauche, beaucoup en particulier aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Mais je ne crois pas qu'il y ait eu de film qui ait eu le même aspect synthétique que celui de Daniel. Et puis, le film de Daniel est arrivé à une époque où on n'avait pas de magnétoscope. Donc on se ruait devant les postes de télévision pour regarder ça. La vie s'arrêtait. Pour nous, les fous d'avion, la vie s'arrêtait. Il fallait absolument regarder le film. Et si jamais on manquait un épisode, c'était un drame absolu. Donc là, heureusement, maintenant, on va pouvoir le voir, le revoir, et avec d'autant plus de plaisir qu'on y retrouve un petit peu notre jeunesse. Mais enfin, au-delà de ça, je crois que ce film est important parce qu'il fait apparaître tout un tas de gens qui ont disparu. Et ça, c'est sa grande richesse, très grande richesse. Et puis, il a été diffusé et conçu à une époque qui est quand même une époque charnière dans l'histoire de l'aviation. Il n'y a pas de rupture dans l'histoire, c'est toujours continu. Mais la deuxième moitié des années 70 marque très très nettement un virage. Alors, ce n'est pas aperçu tout de suite, ce n'était pas vraiment perceptible quand Daniel a fait son film, ça l'est devenu beaucoup plus tard. Mais c'est vrai que ce virage, on est passé un petit peu de l'aviation, je dirais, romantique, dramatique, romantique, qui est celle que décrit Daniel, c'est magnifique, c'est superbement bien fait, à une aviation qui est un peu moins bien perçue aujourd'hui, qui est tout aussi passionnante entre nous, mais qui est beaucoup plus celle de l'ordinateur. Les conséquences sont absolument colossales. On n'arrive pas à l'imaginer, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme parce que ça va de l'avion à commande électrique dont on parle, hein, les F-16 américains, les Mirage 2000 français et puis l'Airbus A320, c'est quand même des avions qui ont marqué les grandes étapes. Ça a complètement bouleversé les tableaux de bord. Avec les tableaux de bord dans le film de Daniel, c'est toujours ce qu'on appelle les pendules, c'est toujours les instruments ronds classiques. Maintenant, on parle de la télé vulgairement. La télévision, ce sont des écrans plats. Sont arrivés dans l'aviation bien avant d'arriver dans les salons et dans les salles de séjour des maisons. Et puis, c'est l'ordinateur pour concevoir les avions. Alors là, c'est un autre monde. Il faut quand même imaginer qu'au XXIe siècle, on arrive à quelque chose de fabuleux. C'est qu'on va passer directement de l'idée de l'ingénieur à travers l'ordinateur, on va passer directement à l'avion de série. Il n'y aura plus de prototype. Il n'y aura peut-être même plus d'essais. Tout sera fait en simulation. Alors bien évidemment, le mot simulation est prononcé. C'est un mot très important parce qu'il permet à des pilotes d'évaluer un avion qui soit construit. Ça fait gagner des sommes colossales, bien évidemment. Ça économise des vies aussi, il faut bien le reconnaître. Et ça donne accès à l'aviation ancienne à des quantités de gens. Puisqu'avec les simulateurs de vol qu'on trouve dans le commerce, on peut piloter le Wright de 1903, on peut piloter un Spitfire, on peut piloter un Mirage 2000, pourquoi pas une navette spatiale. Je suppose que si ça n'existe pas, ça ne va pas tarder à exister. La grande question, c'est de savoir effectivement, est-ce que l'ordinateur n'est pas en train de prendre la place du pilote? Ça a provoqué un certain nombre de grèves à l'époque de la mise en service de l'A320. Un certain nombre de pilotes disaient « je ne suis plus le commandant de bord, je ne suis plus rien », etc. etc. Aujourd'hui, les mêmes pilotes disent qu'ils ont entre les mains des avions absolument fabuleux, fantastiques. C'est vrai que le métier de pilote de ligne en particulier change beaucoup. Parce qu'on a fait, le progrès aéronautique fait en sorte qu'on fabrique aujourd'hui des avions qui volent de manière très saine. On pourrait dire, en caricaturant, qu'ils volent tout seuls. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y aurait jamais besoin d'un pilote dedans. Le commandant de bord a un rôle très très important pour gérer le vol et puis pour avoir un contact avec les passagers. C'est lui qui calme les conflits. Dans les vols qui sont très très longs, on va faire des vols de 10 heures, 12 heures, 13 heures maintenant, il y a des problèmes avec les passagers croissants. Et le rôle de l'équipage est de plus en plus de prendre ces problèmes en compte.
les pilotes qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, ça c'est une grande partie de l'histoire de l'aviation de Costel parce que ça a frappé beaucoup, beaucoup les imaginations. Ces pilotes, finalement, c'était comme en 14-18, avec une différence, c'est qu'ils avaient des habitacles fermés et ils avaient la radio. Mais c'est pratiquement la seule différence qu'il y a avec les batailles aériennes de 14-18. Aujourd'hui, un seul avion de combat est capable de faire plus de dégâts qu'une centaine de forteresses volantes à l'époque. Grâce à le mot grâce, vous me le passez, mais grâce à la précision des équipements électroniques en particulier qui sont à bord des avions. Il faut comprendre qu'un chef de patrouille, aujourd'hui, peut, sans avoir la moindre relation radiophonique avec ses équipiers, sans dire un mot à la radio, peut voir apparaître sur les écrans de son tableau de bord des informations qui concernent les avions de ses équipiers. Il sait qu'il y a une fuite dans le réservoir numéro 4 de l'avion numéro 5 et qu'il va falloir que l'avion numéro 5 rentre, et pour ça qu'il va falloir qu'un autre l'accompagne. Donc il va avoir 2 avions de moins. Il sait exactement quels sont les armements, où ils sont, sans poser la moindre question. Tout ça par la transmission de données. Donc ça donne une image tout à fait différente de la guerre aérienne. On peut citer quelques combats qui ont eu lieu pendant les guerres en Irak, où le pilote de chasse n'a pratiquement rien fait. C'est dans le fameux AWACS, c'est-à-dire les avions d'alerte aéroportée, des contrôleurs aériens qui ont guidé l'avion, qui l'ont amené à la portée, et là ce sont les systèmes qui automatiquement ont mis le missile à feu. Et le pilote en question a pratiquement pas vu sa cible. Il a vu que sur son écran de radar, la cible avait disparu et il a pu crier, on se souvient de la phrase, on l'entend peut-être encore, « The target is destroyed, the target is destroyed », la cible est détruite, la cible est détruite. Alors les drones, ils ont effectivement une utilité, ça c'est sûr. Est-ce que demain, tous les avions seront sans pilote? Permettez-moi d'en douter. Je vois mal les passagers accepter de monter dans un avion de ligne qui n'aurait pas de pilote. Et je vois mal un avion de chasse qui n'ait pas de pilote. C'est très très difficile à concevoir. On peut penser que nos ordinateurs sont de plus en plus perfectionnés, mais pour qu'ils soient aussi efficaces que ça, il faudrait qu'ils soient plus performants qu'un cerveau humain. Et on en est loin. Le drone, il a une explication fondamentale, c'est qu'il ne coûte pas cher. Et par les temps qui courent, c'est intéressant d'avoir des drones. Et puis par les temps qui courent, la guerre froide est finie, on ne sait pas trop dans quel domaine on va avancer sur le plan militaire, par exemple, sur le plan stratégique. Alors il y a la guerre d'Irak en cours. Donc la lutte contre le terrorisme, là c'est vrai que le drone est intéressant. Alors est-ce qu'on va mettre demain des drones partout? Question bien sûr posée à un ingénieur d'un groupe industriel très très connu qui m'a répondu en souriant: « Ah, les drones, bah, c'est une mode. Et des modes en aviation, mais il y en a plein. Et si vous saviez ce que ça a fait fabriquer comme avion, les modes, bah regardez le film de Daniel Costel. On peut commencer par le tout début, quand les gens s'imaginaient que n'importe qui allait pouvoir faire un avion. C'était facile, on bricolait. Alors là, bien ça nous donne des images les plus inénarrables de l'histoire de l'aviation. Il y en a plein de films tout au début. Et puis finalement, ceux qui ont persévéré dans ce domaine et puis qui ont eu de l'avenir, c'était les grosses têtes. Parce que les Blériot, parce que les Farman, parce que les Morin-Saunier, parce que les Boeing, etc., c'était d'excellents hommes d'affaires et c'était de grands ingénieurs. Et puis, dans les années 20, il y a eu une autre mode où on s'est dit on va faire l'avion économique, parce que l'avion, ça coûtait quand même cher, déjà à l'époque, on va faire l'avion économique. Alors plein de constructeurs se sont dit on va faire des tout petits avions, des avionnettes, on appelait ça. Bon, ça n'a pas marché parce que ça valait pas bien. Ensuite, il y a eu la mode de l'hélicoptère. Alors mon papa, un jour en rougissant, m'a raconté que lorsqu'il était tout jeune enfant et qu'il lisait des revues, on lui présentait 1950 comme une année où tous les petits écoliers iraient à l'école avec un hélicoptère sur la tête. Voilà, ça ne s'est pas vraiment réalisé comme ça. Bon. Après, il y a une autre mode. Alors là, c'est un des grands moments du film de Daniel. En tout cas, à l'époque, quand il est sorti, ça avait fait sensation, c'était l'aile volante. Alors là, l'aile volante, ça en a fait couler beaucoup d'encre. Ça en a fait couler dans les journaux, puis ça en a fait couler dans les bureaux d'études, parce qu'on en a fait des projets. On a fait même beaucoup de prototypes. Mais le résultat,
Il est venu beaucoup, beaucoup plus tard grâce à l'ordinateur, parce que l'aile volante, elle a des grandes qualités, mais elle a aussi quelques défauts qui sont beaucoup plus difficiles à corriger. Alors après l'aile volante, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y en a eu plein des modes. Il y en a une aussi, alors dans le film, ça nous donne des quantités de prototypes. Alors qu'est-ce qu'il y en a eu des prototypes? Il y en a eu pendant presque 15 ans des prototypes. C'est le décollage vertical. Les avions à décollage vertical. On a imaginé des quantités de choses. On a quand même imaginé des avions qui avaient une quinzaine de réacteurs. Vous imaginez l'économie de ce truc-là. On mettait 20 passagers, 15 réacteurs pour soulever ça à la verticale. Bon, ça a donné un avion que finalement on fait décoller normalement et qui peut se poser à la verticale. Puis celui que les Américains préparent aujourd'hui, le JSF, qui sera là aussi un avion classique qui aura dans une version les capacités de se poser simplement à la verticale, parce que ça coûte tellement en énergie. Donc ça, c'est aussi une mode. Alors peut-être que les drones, c'est une mode. C'est même sûrement une mode dans un certain sens. Mais dans un autre, je pense que oui, il y aura des drones... ça peut être inquiétant, mais il y aura certainement des drones d'observation. C'est des toutes petites machines qui ne coûtent pas cher, qui sont invisibles, qui ne volent pas très haut, qui sont très très difficiles à voir et qui permettent d'observer. Ça peut être effectivement très utile pour nous protéger, parce que le but, il est là, c'est de nous protéger, c'est pas d'aller agresser des gens. Que l'aviation se soit démocratisée, finalement, oui. On a beau dire que les avions deviennent aujourd'hui impersonnels parce que ordinateurs, etc., etc. Bon, c'est quand même une caricature. C'est sûr, certain que l'avion s'est démocratisé. Et il s'est démocratisé précisément après le film de Daniel, après la guerre du Vietnam. Parce qu'après la guerre du Vietnam, c'est là que vont apparaître les charters. Avant, il n'y en a pas. La deuxième classe, la classe touriste en avion, c'est dans les années 50, c'est à la fin des années 50. Oui, avant, c'est vraiment un luxe, le transport aérien. Donc, à partir des années 70, apparaît le charter. Les hôtels bon marché, et là, on peut faire le tour du monde pour vraiment pas grand-chose. Moins d'argent que maintenant, à la limite. Donc de ce côté-là, c'est sûr, il y a démocratisation. Il est vrai que les progrès techniques, parce qu'il s'agit bien de progrès techniques, ont permis de faire des machines très très légères qu'on appelle les ULM. Les ULM qui bénéficient d'une réglementation qui est assez lâche, et c'est vraiment de l'aviation de loisir. On ne voyage pas, on ne peut pas penser à faire de grandes choses avec, mais c'est de l'aviation de loisir, c'est du vol pour le vol. C'est un petit peu moins cher que l'aviation classique, c'est sûr. Mais l'aviation restera toujours quelque chose d'un peu magique, d'un petit peu fermé. Et puis c'est vrai que Robida, au XIXe siècle, a rêvé d'un Paris aérien avec des maisons construites au-dessus des nuages et puis des enfants qui allaient à l'école dans les petits hélicoptères portatifs et des choses comme ça. Ça, c'est impossible. Et ça n'arrivera jamais. Parce que l'avion, c'est pas une automobile. Une automobile, s'il y a une panne, on la laisse sur le bord de la route. Qu'est-ce qu'on fait avec un avion quand il y a une panne ? La conception d'un avion de transport en particulier, c'est souvent un pari. C'est un pari sur l'avenir. Bon, si on savait prédire l'avenir, d'abord les choses seraient beaucoup moins drôles et puis bon, on aurait peut-être aussi moins de problèmes. Mais quand on conçoit un avion, on part sur une idée, on vérifie que cette idée est valide, elle est cohérente, et puis on fabrique l'avion, et puis quelquefois c'est un échec commercial. Le film de Daniel, malheureusement, en est plein. Mais il s'est passé quelque chose au moment où Daniel terminait son film. Souvenez-vous, qui était le débat entre Concorde, qui ne volait pas encore, ou qui venait tout juste de voler en 1969, et le Boeing 747, qui est le premier gros porteur. Et en 747, on peut mettre quand même 500 et quelques passagers en les serrant un petit peu. Dans le 380, on en mettra 600-700, on parle même déjà de 1000 passagers sur les versions un peu plus grandes. Bon. Il y a eu un débat, donc en 69, c'est est-ce qu'il fallait prendre Concorde pour aller plus vite ou est-ce qu'il fallait faire des avions pour mettre beaucoup de passagers? Et c'était encore à l'époque où le transport aérien était peu démocratisé, c'était essentiellement... le voyage aérien était essentiellement l'apanage des gens fortunés ou de ceux qui se faisaient payer le billet par une société ou par une administration. 747, ça commençait à changer la face du monde un petit peu, ça c'est vrai. Le 380, sans vouloir injurier quiconque, c'est un 747 beaucoup plus moderne. C'est pas tellement plus grand, puisque dans les dimensions, c'est à peu près la même chose. Il y a simplement un deuxième pont prolongé sur le dessus. Le 747, on avait un tout petit, qui était un petit peu agrandi, mais qui n'a jamais été jusqu'au bout.
Aujourd'hui, la donne n'est plus du tout celle qu'elle était à la fin des années 60. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui prennent l'avion. Parce que les tarifs sont de plus en plus bas. Parce que les avions sont de plus en plus économiques. Et s'il y a de plus en plus de gens qui prennent l'avion, il y a aussi de plus en plus de gens au sol qui trouvent que les avions, c'est des nuisances. Donc, il faut à la limite diminuer le nombre des avions et augmenter la capacité des avions qui volent. Ça doit être le pari des gens d'Airbus. Je ne suis pas à leur place, mais je pense que c'est un calcul qu'ils ont dû faire. On met moins d'avions, mais on les met plus grands. Et puis vous verrez peut-être qu'au bout du compte, on en mettra toujours autant, et toujours plus grands. Ce qui est important, c'est que les gens puissent voyager, à mon avis, c'est qu'ils puissent se rencontrer. Et que tout le monde puisse voyager, tout le monde puisse se rencontrer. Quand on va dans un aéroport, aujourd'hui, c'est la tour de Babel. On ne voit plus seulement des messieurs avec cravate et attaché-caisse, comme il y avait à une époque que ça dans les avions. Il n'y avait pratiquement pas de femmes, c'était que des hommes d'affaires. Aujourd'hui, on voit tout le monde. Et on voit des gens qui arrivent en traînant leurs valises dans une ville sans un sou dans les poches. Ils ont peut-être à la rigueur un billet de retour, c'est pas sûr. C'est ça ce que j'appelle la démocratisation de l'aviation. C'est finalement ouvrir toutes les portes du monde et balayer les frontières. Ça, en espérant que le XXIe siècle verra ça. Effectivement, j'ai été pilote de chasse, je dirais, dans une autre vie, avant d'être directeur du musée de l'air et de l'espace. Ma carrière de pilote de chasse, on peut la résumer, je dirais,